Dans cet épisode, on part en balade avec la dernière beauté de chez Canon. Je veux bien entendu parler de la Canon Motherfucking C400 Turbo. Je suis JB, tu es sur Bison Bleu. C'est parti. Disclaimer. Oh, pardon. Disclaimer. J'ai cette caméra 2 mois avant sa sortie, donc vous imaginez bien que je l'ai pas achetée. Canon me l'a gentiment confié une dizaine de jours, et mon avis n'est donc basé que sur cette unique et courte expérience. Des bisous. Aussi courte que fut cette expérience, il y a une tonne de trucs à dire sur cette caméra parce que déjà personne ne l'avait vu venir. On doutait bien d'une mise à jour de la C500, de la C300 ou de la C70, mais cette C400 sort littéralement de nulle part. Enfin, nulle part. Pas vraiment, parce qu'elle s'adresse directement à une caméra, la FX6. Pardon, elle s'adresse directement à un segment qui cartonne et qui était jusque-là délaissé par Canon. La caméra full frame à moins de 10 €. J'ai dit à moins de 10 €, à moins de 10 000 €. Et c'est un segment qui est très important parce qu'il séduit autant les filmmakers solo que les prods plus conséquentes. Parce que oui, cette caméra, elle s'adresse surtout à tout le monde en fait. Et cette polyvalence, on la constate dès le form factor. Avec la C400, Canon se dirige doucement mais sûrement dans le doux monde des caméras type box. Un format très apprécié car très modulable. On est 200 grammes plus léger qu'une C300 Mark II et dépouillé, ça devient vraiment un gros cube, un petit cube. C'est l'heure de l'apéritif. Bref, ça se rig sur à peu près n'importe quoi, comme des voitures, des drones, ou des voitures. Et ça a beau être compact, on accède quand même à un max de fonctions sur le flanc gauche, avec ici nettement plus de boutons que je n'ai pu en avoir durant mes années collège. Le mappage des boutons est déjà au top et je n'ai rien eu à changer pour mon utilisation, et cerise sur le gâteau, tout ce beau monde est rétro-éclairé à quand la même chose sur les boîtiers hybrides. Niveau connectique, rien ne manque, on a un double SDI, de l'USB-C, de l'Ethernet, du Full HDMI, entrée et sortie jack 3,5 mm. Les seuls compromis ont été faits sur des ports XLR et timecode compact. Notez aussi la possibilité de monter une plaque V-mount à l'arrière, et ça, j'aime. Pour avoir un truc un peu plus préhensible, on peut compter sur 2 poignées, une poignée latérale avec une redondance pour le bouton REC, le joystick et la molette de diaph, et 3 boutons programmables. Et une poignée supérieure bien rigide avec une fixation en 3 points, des ports de la griffe intelligente et le support d'écran. Support d'écran assez cool puisqu'il permet de déporter l'écran loin en avant, les amateurs de rig d'épaule apprécieront. On en vient à l'écran, une dalle de 3,5 pouces tactile avec des redondances boutons et joystick bien utiles. J'adore le fait que Canon n'ait opté que pour des standards, que ce soit l'USB-C, la visserie, le rail NATO, le ROD de 15, mais aussi la rosette Harry, qui, comme vous en doutez, et contrairement à la rosette de Lyon, n'est pas un saucisson. Bref, pas de câblage ou de monture propriétaire sur cette C400, à nous les bricolages foufou et autres joyeux rigs, comme ici sur mon Ronin RS4. Petit bémol pour la poignée qui s'appuie certes sur un USB-C mais soudé, ce qui interroge sur sa durabilité et qui nécessitera une rallonge USB-C pour certains montages. Et tiens, puisqu'on est lancé sur les bémols, abordons l'écran. Je vais être franc, j'ai adoré le concept de cet écran, mais pas du tout l'écran. C'est tactile, c'est ergonomique, c'est très modulable, mais c'est bien trop petit et pas assez lumineux pour une caméra de ce calibre. La plupart des utilisateurs le feront vite sauter, et c'est dommage parce qu'il offre vraiment une superbe ergonomie. D'autant plus que Canon ne propose pas d'EVF pour cette cam. Donc si vous shootez en plein cagnard, va falloir s'appuyer sur des solutions tierces, comme le dernier EVF de Kinefinity en SDI par exemple. Pour ma part, j'ai vite monté mon porte-kit dessus qui, sans être la Rolls des moniteurs, a nettement mieux fait l'affaire. D'ailleurs, voici mon montage. On a seulement la poignée latérale avec mes fausses couleurs, mon lutte d'assistance et mes ISO natifs mappés sur les 3 boutons programmables. C'est compact, c'est maniable, c'est ultra puissant, c'est de la gigaballe. Putain, je suis amoureux de cette cam. Mais attendez, parce que je m'emballe, mais je n'avais pas fini de râler en fait. Cette cam est munie d'un port CF Express et d'un port SD pour favoriser la compacité selon Canon. LOL. Donc, comment on fait pour... LOL, on fait comme ça? Pourquoi j'essaie de faire ça? Je vais vous dire, ce port SD n'est là que parce que Canon projette de sortir une caméra plus haut de gamme que cette C400 qui sera munie, elle, d'un double slot CF Express. Point.
c'est de la pure segmentation artificielle et c'est vraiment une mode qui me gonfle chez tous les constructeurs. Laissez cette pauvre carte SD se reposer, je veux dire ce standard a 25 ans. J'en ai marre de devoir dealer avec deux types de cartes aux capacités et au débit si différents. Et c'est limite pire sur les boîtiers photo où quand tu glisses une carte SD dans ton deuxième slot, ça revient purement et simplement à brider ton appareil. Oui, vous sentez la review du R5 Mark II venir. Bref, que peut-on balancer encore comme point noir sur cette cam pour pas passer pour un vendu? Et ben c'est tout en fait. Pour le reste, c'est l'autoroute du kiff. Et ça commence par la base. Première pure caméra full frame en monture RF, ça pèse. Et qui dit caméra RF full frame dit possibilité d'exploiter à 100% les objectifs RF full frame, mais aussi de monter du EF et du PL, clac, comme ça. D'ailleurs, Canon annonce en parallèle un adaptateur PL vissable sans changer de monture, qui permet aussi la transmission des métadonnées grâce au protocole Cook. Et j'en profite pour faire une aparté sur la récolte de métadonnées, puisque Canon annonce aussi une collab avec l'Unreal Engine pour l'exploitation des métadonnées en live, grâce à, on l'a vu, cette bague PL, mais aussi à un connecteur 12 broches qui permet de collecter les métadonnées des power zoom, ou encore les sorties USB-C et Ethernet pour sortir tout ça. Bref, Canon vise clairement et sans détour la production virtuelle avec cette C400. Et comme pour filmer des écrans, il faut un capteur qui tienne la route, voyons ce qui est certainement le cœur de cette caméra. La C400 est construite autour d'un tout nouveau capteur rétroéclairé dit BSI de 26 millions de pixels. C'est une architecture qui repousse la circuiterie à l'arrière du capteur et qui permet aux photodiodes d'aspirer jusqu'à 30% de lumière en plus, tout en laissant aussi un peu plus de place à la dite circuiterie. Les constructeurs ont alors plus de latitude pour jouer entre sensibilité basse lumière et vitesse de lecture. Alors c'est une techno qui a fait ses preuves depuis pas loin de 10 ans, mais qui est assez récente chez Canon, qui a jusque-là fait tirer sa vieille architecture CMOS FSI. Non pas que leur capteur ait été pourri jusqu'à présent, parce que celui du R5 pour moi c'est une référence en termes de définition, de dynamique, de montée en ISO, c'est un méchant capteur. Mais bon, avec le BSI, les capteurs rétroéclairés, Canon adopte une architecture d'avenir puisqu'on pourra ensuite stacker plus de mémoire RAM au cul du capteur pour encore plus de performance. Faut que je me calme, trop de café. J'ai une paupière qui bouge toute seule, je bois trop de café quoi, il faut que je me calme. Alors oui, on aurait tous aimé un capteur DGO à double gain comme la C70 et la C300. C'est un capteur qui a été acclamé pour sa dynamique et on aurait bien aimé une version full frame. En gros, ça nous aurait pas trop dérangé d'avoir une Arri Alexa à moins de 10 000 balles. Mais 15 millisecondes de rolling shutter, si ça passe sur un Super 35 4K, c'est un peu plus problématique sur un full frame 6K. Il s'agirait d'éviter une polémique à la Sony Burano. A contrario, la C400 propose un excellent rolling shutter de 8 millisecondes, une vitesse de lecture assez élevée pour que Canon se sente d'attaquer le marché de la production virtuelle. Et puis l'architecture BSI full frame permet aussi à la C400 de proposer une superbe dynamique de 16 stops. Alors oui, je sais, la C70 est donnée pour plus de 16 stops, ce qui est une valeur totalement vague, mais indubitablement supérieure. Mais en vrai, ça donne quoi? Bah en vrai, ça donne ça. Voici en image les trois caméras RF du moment, C400, C70 et R5C. Tous les clips ont été shootés en RAW, donc sans aucun denoising. Chaque clip est exposé à 45 IRE sur un gris 18%, les caméras étaient black balancées avant l'exercice, et enfin, la même courbe gamma leur a été appliquée, à savoir un C-Log 2, pour extirper la moindre goutte de signal de chaque capteur. Et le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est que la 6K de la C400 propose une image plus détaillée que la 4K de la C70, mais tout de même moins détaillée que la 8K du R5C, waouh, super, sans déconner, JB, merci pour cette info. Attendez, j'avance, ça va, j'avance. Ok. À première vue, et à ISO 800, le seuil de bruit de la C400 n'est pas super impressionnant, on va pas se mentir. On a environ un stop et demi de plus qu'une C70. La C70 reste donc la championne des images clean, du moins dans des conditions faciles. Mais la dynamique de la C400 est très similaire à la C70, avec un roll-off dans les ombres très subtil, là où le R5C commence à postériser sérieusement. Les couleurs des C400 et C70 matchent parfaitement avec des tons de peau riches et plein de nuances. Le RAW du R5C passe presque pour un 4 de 10 bits à côté. Mais la C400 possède un cheat code ultime avec une première mondiale, 3 ISO natifs. Et grâce à ces 3 niveaux d'amplification, la C400 conserve une grande partie de cette dynamique jusqu'à 12 800 ISO. Et vous allez voir que cette feature donne tout de suite beaucoup d'épaisseur à cette caméra. À 12 800 ISO, il n'y a pas de magie, le seuil de bruit grimpe quand même d'un bon cran.
On a pas mal de luminance et étonnamment peu de chrominance, ce qui peut laisser penser que le RAW de la C400 soit un peu cuisiné. Pourtant, les tons de peau restent super riches et les infos sont là jusque dans les valeurs les plus sombres. Et donc avec un léger denoiser, on en sort des images incroyablement équilibrées pour ce type de sensibilité. Autre avantage d'avoir autant d'ISO de base, c'est que vous allez pouvoir travailler sous votre ISO de base, ce qui va vous faire perdre un poil de dynamique, mais va réduire considérablement le grain. La C70, elle, à 12800 ISO, perd sensiblement en dynamique et expose un gros bruit chromatique assez puissant, et le R5C, lui, bon bah il est totalement aux fraises. Bon, faut quand même préciser que ces images shootées en studio et zoomées à 400% rendent pas vraiment justice à cette caméra, parce que sur le terrain, ici ces plans ont été tournés à 12800 ISO sans aucun denoising, et vous vous rendez compte que les images sont terriblement clean, et regardez-moi cette dynamique, le roll-off dans les hautes lumières, les transitions dans les ombres, c'est cool quoi, non? C'est pas cool? Moi je trouve ça cool. Bref, au final, la C400 propose le capteur le plus polyvalent de toute la gamme cinéma Canon, avec une 6K flexible ou une 4K oversamplée. À ISO 800, le seuil de bruit est certes un peu plus haut que la C70, mais les détails et les couleurs sont là dans toute la plage dynamique. Et ça, jusqu'à 12800 ISO. Vous ajoutez à ça un rolling shutter de 8 millisecondes, et vous avez une cam qui va pouvoir encaisser des situations très différentes. Bref, une excellente caméra taillée pour le terrain. Comme vous l'avez entreaperçu, on a emmené en balade cette C400 collée à l'excellent 24-105 2.8Z. Au programme, un tournage du jour à la nuit en run and gun, pas de matbox, pas de follow focus, pas de lumière artificielle, on gère tout ça à deux avec les ND en interne, les ISO natifs et à l'autofocus, bref un bon gros shooting bien à l'arrache comme on sait bien les faire. Let's go! Oui. Alors, si l'envie vous venait de me mettre des baffes en voyant ce clip, sachez que c'est tout à fait normal. J'ai moi-même eu envie de m'étrangler à plusieurs reprises en montant cette review. Parce que ouais, qui dit team de 2, dit c'est Bibi qui fait le modèle. Donc, vous allez voir ma gueule. Mais allez, mais y a même pas de pile dans ta montre fossile à 100 balles. Ryan Gosling de Wish. Non mais regardez-moi cette tête. Bref, insultez-moi dans les commentaires. On reprend. Bref, c'est vraiment difficile de pas se sentir invincible avec ce combo caméra-objectif. Ah, ce mec m'énerve. Le dual pixel AF est visiblement plus malin que celui de mon R5C, tout en offrant toujours des transitions douces et naturelles typiques de la gamme cinéma. C'est extrêmement sécurisant pour un opérateur solo et ça sera d'une grande utilité sur du reportage. D'ailleurs, je fais très rarement du reportage, mais j'ai eu l'occasion d'en faire un sur 2 jours pendant la période de prêt de cette caméra. Malheureusement, je peux pas vous montrer les images, mais j'ai adoré l'expérience et cette cam n'y est pas pour rien. Et hormis l'écran qui m'a vite montré ses limites en plein soleil, j'ai pu sauter de scène en scène en alternant de l'extérieur dégagé, du sous-bois, de l'intérieur à un rythme soutenu et c'était extrêmement fluide, ce qui est plutôt rassurant en bon noob que je suis dans le domaine. Conclusion. Canon nous a pondu ici une caméra vraiment aboutie avec un potentiel de dingue. Elle s'adresse autant aux filmmakers solo qu'aux productions plus conséquentes et je pense qu'elle va vraiment faire un carton. C'est de loin la caméra la plus polyvalente de Canon et c'est actuellement la caméra la plus polyvalente du marché tout court. Le nouveau capteur, qui sans être aussi clean qu'une C70 dans des conditions simples, est plus détaillé, plus rapide, il peut encaisser un plus grand nombre de situations. 6K c'est d'ailleurs un vrai sweet spot et ça va vraiment convenir à un maximum de monde. C'est flexible et en même temps c'est plus manœuvrable que de la 8K. Bref, 6K c'est de la boulette. D'ailleurs c'est dommage que cette 6K ne soit réservée qu'au RAW et on attend vraiment une 6K dématricée dans un prochain firmware. Comme je l'ai dit, cette cam elle a tout l'arsenal pour l'opérateur solo avec son méchant autofocus, des ND en interne, les ISO natifs, une énorme palette d'outils d'exposition. Elle a aussi tout l'arsenal pour les plus grosses productions avec un design box modulable, une monture polyvalente et la récupération des métadonnées en temps réel. Bref, un potentiel de fou qui peut dénoter avec certains détails hardware un peu chiches. Je vous avais parlé de l'écran ou de l'absence de VF. Sauf qu'on n'a pas parlé du prix, les mecs.
Avec cette fiche technique, personne n'aurait été étonné de voir cette cam débouler à 12 000 €. Et à ce prix, on aurait pu légitimement râler sur ces 2 ou 3 détails. Mais la C400 est proposée à 8 600 €. Je veux dire, avec l'inflation actuelle, c'est presque le prix d'un croissant. Trouvez-moi une caméra qui propose autant à ce tarif. Non, attendez, je vous facilite la tâche, il n'y en a pas. Bon mais voilà! Juste quand je suis en train de monter cette séquence, Red annonce une baisse de 3 000 € sur la Komodo X. Elle vient juste placer 400 balles moins cher que la C400. Et pourquoi? Hein? Pour couper l'herbe sous le pied de Canon? Non! Pour flinguer ma review! Mais voilà, j'en étais sûr, merde, c'est pas possible! Merde! Pourquoi? Bon, en fait je viens de réfléchir mais ça change pas grand chose à ma conclusion donc on reprend. Avec son RAW 6K en interne, ses ISO natifs, son excellent rolling shutter, la C400 saute littéralement et délibérément de la 3e corde sur la FX6 et la FX9 pour leur affliger un flying headbutt. Et même la Sony Burano à 25 plaques se prend une petite baffe perdue dans l'histoire. En ce qui concerne Red, c'est un peu moins évident, parce que même si Canon veut se faire une place en fiction et en production virtuelle avec cette C400, la proposition de Red est très différente avec un global shutter, un RAW 16 bits. Par contre, dès qu'on parle productivité, la Red s'éteint totalement face à la C400, son ergonomie, son autofocus, ses filtres ND, ses ISO natifs et tout. Mais bon, encore une fois, Red ne s'est jamais vraiment battu sur ce terrain. Mon avis purement perso maintenant. Je suis honnêtement hyper séduit et impressionné par cette caméra. J'ai adoré bosser avec, mais aussi parce que j'ai été confronté à du reportage, du run and gun, et c'est des domaines dans lesquels elle excelle. Les images qui en sortent sont magnifiques, la profondeur des couleurs, la dynamique sont à 100 lieues de mon R5C et beaucoup plus proche d'une C70 que ce que je pensais. Et si un jour mon activité s'ouvre à des tournages plus variés et des conditions plus complexes, j'en prendrai une sans hésiter. Puis en plus à ce tarif, ça fait que la rendre encore plus sexy. À l'heure actuelle, mon activité est surtout en studio et mon R5C est plus pertinent pour mon usage, mais qui sait. En tout cas, si vous faites du commercial, du corpo, du reportage, du docu, du podcast, de la fiction, du porno, de la production virtuelle, cette cam est faite pour vous et vous avez très peu de chances de vous tromper. Enfin ça, c'est mon avis, et si vous voulez vous forger le vôtre, le plus raisonnable c'est encore de la louer. Et l'IT-Share et ses 16 000 références en location entre professionnels et passionnés sont là pour ça. Alors on se sort les doigts et on va sur l'IT-Share, lien en description de la vidéo. Fin du plug. Ouais, et je tenais à m'excuser pour le pétage de plomb un peu plus tôt, mais bon, c'est vrai que c'est un peu ingrat ces reviews où on passe un temps de malade à écrire, à tourner, à tenter de sortir des conclusions, et tout ça, ça devient caduque en un claquement de doigts avec cette industrie qui va tellement... Hein? Quoi? Canon sort la C80? Toute la puissance d'une C400 dans le corps d'une C60? Non, pas vous, Canon. Non, je pensais qu'on était potes. Non, je veux dire, la dernière fois j'avais apporté les Doritos, c'est pas cool. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, non, non.